par le commencement des questions complémentaires. Donc ma première question complémentaire, vous étiez 9 frères et sœurs, c'est impressionnant. Vous étiez le dernier. On a vu que Jean, c'était le troisième. Jean, quatrième. Non, quatrième ou cinquième. Quatrième. Et lui, il est parti donc à la guerre. Il est revenu 3 semaines après. Oui. D'ailleurs, c'est incroyable que son régiment l'ait laissé partir avec la chenille. Non, mais d'abord, lui, il avait fini ses 3 années de service militaire en 1938. Et en 1938, on n'a pas démobilisé ceux qui devaient être démobilisables. Parce qu'on les a maintenus. Oui. Alors, c'est pour ça. Et alors, il y avait une certaine pagaille dans les commandements. Et freinant, alors c'est pour ça qu'il a pu foutre le camp comme... C'est ce que je voulais vous entendre dire. Il y avait une pagaille. Ah, il y avait une pagaille, c'était phénoménal. C'était phénoménal. C'est ça la vérité de Gamelin et des autres. Voilà. C'est ça la vérité. Oui. On est d'accord. Et c'est ce qui vous a frappé chez les Allemands quand vous les avez vus avec leur tenue impeccable et dans l'ordre. On est d'accord. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est les autres frères. Que faisaient-ils au même moment? Au même moment, c'est-à-dire en 38-39. En 39, pendant la drôle de guerre. En 39, j'ai eu les 2 frères qui ont été mobilisés. Et ils avaient fait leur régiment avant. D'accord. Et ils ont été remobilisés. Ils étaient rentrés dans la vie civile. Ils travaillaient dans une carrière au four à chaud. Et quand est venue la mobilisation, ils ont rejoint leur régiment. Oui. Et comment ça s'est passé pour eux? Pour eux, ils n'ont pas été prisonniers. Ils n'ont pas été prisonniers. Non, c'est-à-dire que non, mon frère Albert n'a pas été prisonnier, mon frère Georges non plus, mais je sais pas. En réalité, je sais pas parce qu'on n'avait pas de comment dirais-je de contact rapproché. Oui, on n'avait pas de contact avec eux. Ils étaient à différents endroits. On n'avait pas de contact. Moi, j'avais pas de contact avec eux. Alors, je sais pas. Peut-être qu'ils étaient mariés d'ailleurs. Ah oui, ils étaient mariés. Donc ils sont revenus dans leur foyer. Voilà, ils sont revenus dans leur foyer. Oui, ils ont continué. Même pas parce que ils sont revenus dans leur foyer. Ah oui, mais attention, mon frère Georges, lui, il était déjà à Paris. Il était à Paris, il travaillait aux Galeries Lafayette. Ouais. Il travaillait aux Galeries Lafayette. Et mon frère Albert, il était chauffeur routier et il a travaillé en différents trucs. Pour livraison, des trucs comme ça, et puis après il a travaillé pour un camion dans les carrières, des trucs comme ça, du travail de drip et drap. Donc ils ont été démobilisés. Ils ont échappé à la captivité, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Très bien. Et les filles? Il y avait des filles parmi les 9? Oui, il y avait des filles, c'est-à-dire que dans les 9 qu'on était, il y avait comment on dit, je cherche le nom, des jumeaux. Oui. Jumeaux, jumelles. Très bien. Mon frère Albert, oui, que je dise pas de bêtises. Oui, mon frère Albert était jumeau avec ma sœur Alice. Voilà. Et ma sœur Alice était mariée, elle, avec un cordonnier. Et il avait un pied beau. Oui. Ceux qui avaient un pied beau, en général, ils étaient tous cordonniers. Parce qu'ils faisaient leurs chaussures.
Ils faisaient leurs chaussures. Un gars que j'aimais bien. Un gars formidable. Formidable. Un cordonnier, mais formidable. Un bottier, il faisait des chaussures, il réparait, tout ça, mais il était formidable. Et ma sœur, elle, alors, ce beau-frère-là, il a été tuberculeux. Oui. Et il a passé la tuberculose à ma sœur. Et alors, ils avaient 2 enfants. Et les 2 enfants, le docteur il les suivait, il a dit, il faut enlever vos 2 enfants. Il faut enlever les 2 enfants et où les mettre, chez les grands-parents. Alors, moi, j'étais encore enfant, quoi. J'avais combien 11 ans, 12 ans, par là. Et j'avais donc mon petit-neveu Michel et ma nièce Nicole. Et un truc assez étonnant, quand la Nicole était le plus jeune, et elle était vraiment petite, elle devait être encore comment on disait, en lange, oui. Dans les langes. Oui, elle était encore dans les langes. Et le docteur qui est venu, il a dit, Père Laroche, si vous voulez sauver cette gamine-là, il faut que vous achetiez une chèvre pour lui faire boire du lait de chèvre. Alors, oui. Alors, je ne sais pas si c'était la saison, parce que les chèvres, ça n'a pas du lait toute la saison. Ça a du lait au moment où ça agnelle, quoi. Et je ne sais pas si c'était à cette saison, je ne sais pas. Mais enfin, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que mon père a trouvé une chèvre chez quelqu'un, et il y avait donc du lait, et la gamine a été élevée au lait de chèvre. La gamine a été élevée au lait de chèvre. Ce sont des remèdes qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, hein, des idées comme ça. Non, c'était un peu des trucs. Et par contre, mon autre sœur, Jeanne, oui. Elle était mariée avec un cultivateur, mais un cultivateur d'une vingtaine de kilomètres de chez nous. Mm-hmm. Et elle a eu un enfant, et après, elle a su, je ne sais pas à quel moment, mais en tous les cas, elle a été aussi tuberculeuse. Alors, tuberculeuse, elle ne pouvait pas rester avec son mari, elle est revenue chez nous. Alors, elle est revenue chez nous, mais pas... c'était avant que les enfants viennent, que les petits-enfants viennent. Parce qu'elle n'a pas été en contact avec les petits-enfants. Et alors, elle est décédée. De la tuberculose? De la tuberculose. Ah, c'est triste. Au moins un an après. D'accord. Au moins un an après, elle est décédée de tuberculose. Je comprends. Et bon, pour l'info, mais les 2 beaux-frères n'ont pas été prisonniers non plus? Non. Les 2 beaux-frères n'ont pas été prisonniers, puisqu'il y en a un qui avait le pied beau, il n'a pas été mobilisé, il n'a pas fait de service militaire. Et l'autre, je ne sais pas, parce que comme c'était à 20 km de chez nous, j'avais pas de contact, je ne sais pas. 20 km, c'est très loin. Oui, c'était très loin parce qu'à ce moment-là, dans la commune, dans le canton, disons, il y avait 2 voitures. Et les 2 voitures, c'était les 2 docteurs. Et dans le canton, il y avait 2 docteurs. Par rapport au coronavirus, oui. Ça a changé. Hein. Aujourd'hui, en 3 jours, ça fait le bout du monde. Oui. Ça a changé. Mais alors dites-moi, je voudrais que vous me parliez d'un petit garçon qui m'a dit « Je travaillais très mal à l'école ». Ah oui. C'est qui ce petit garçon et pourquoi est-ce qu'il pense ça?
C'est par la suite. Au début, parce que dans l'école où j'ai été, on était à peu près entre 25 et 30. Mais de tous les âges. Il n'y avait que tout dans la même classe. La 11e, la 10e, la 9e. Tout dans la même classe. Et personne n'a jamais passé de certificat d'études dans mon existence. De votre groupe, là? Du temps que j'étais à l'école. Ouais, du hameau, Oui, il y a ce laps de temps, il n'y a pas eu de certificat d'études. Bon, les instituteurs étaient mauvais, alors. L'instituteur qu'il y avait, c'était un instituteur qui avait fait la guerre de 14. Il avait fait toute la guerre de 14. Alors, il était très bon en histoire, en géographie, en calcul aussi, mais alors en grammaire, personne n'était bon. Personne n'était bon en grammaire parce que le problème, c'est qu'on n'apprenait pas nos leçons. On n'apprenait pas nos leçons. Parce que quand on revenait de l'école, il fallait travailler. Il fallait travailler au jardin, il fallait faire rentrer du bois ou de trucs. Il fallait. Tous les enfants étaient occupés selon les saisons et selon les moments, et étaient occupés au travail et personne n'apprenait des leçons. Donc personne ne révisait. Il faut réviser. Oui, mais personne ne révisait. Et puis, nos parents, mon père n'a pas eu de certificat d'études. Ma mère écrivait très bien. Mais mon père pas. Et on n'incitait pas les enfants à lire ou à quelque chose comme ça. D'ailleurs, mon père lisait le journal que le 3e jour, parce que le premier jour, c'était celui qui était abonné, qui le passait au 2e, qui n'était pas abonné, et mon père le passait au 3e jour. Vous voyez les nouvelles. Et nous, des fois, dans le gamin, on feuilletait le journal. Ah, on n'avait pas le droit. Parce que il y avait des photos et tout ça, il fallait pas que ça nous traumatise. Alors, c'est. Et comme il n'y avait pas de radio ni rien, on était un peu des oisifs. Sauf que il fallait, selon les saisons, c'est le moment de planter ça ou d'arracher ça on vivait avec les saisons. D'accord. Oui, donc en fait, c'est pas que vous étiez mauvais élève. Non, c'est que. Ah ben, j'étais pas mauvais élève. Par contre, l'histoire de mon maître qui nous a parlé de la guerre de 14. D'ailleurs, c'est ce qui m'a influencé dans le patriotisme. Oui. La causerie. Le respect, le souvenir. Et le respect et le souvenir. Et le 11 novembre, tous les élèves devaient venir au monument aux morts avec une fleur qu'ils trouvaient dans leur jardin ou qu'ils pouvaient, mais il fallait qu'ils viennent avec une fleur. Alors comme c'était au moment des chrysanthèmes, tout le monde avait des chrysanthèmes vivaces dans leur jardin et tout le monde a apporté un petit bouquet de chrysanthèmes, un truc comme ça. Et le 11 novembre, tous les élèves étaient là. Si les élèves n'étaient pas là, et le lendemain, ils se tiraient l'oreille. D'accord. Alors dites-moi, beaucoup plus tard, mais avant septembre 43, parce qu'en septembre 43, vous me l'avez bien expliqué, vous allez basculer de l'autre côté. Oui. Mais entre 40 et 43, c'est la guerre. Enfin, bon, vous êtes en zone occupée, absolument, à Angoulême, en zone occupée. Bon, vous travaillez à la ferme, hein? Oui.
Mais rien de spécial se passe d'extraordinaire dans cette période, pour vous. Rien ne se passe d'extraordinaire, mais si, c'est comme on est maintenant, on se pose des questions avec la maladie. On ne sait pas ce que sera demain. À cette époque-là, c'était ça. D'accord. On se posait un tas de questions. Et alors, il y avait les préfets qui donnaient des ordres aux maires et tout ça. Et selon l'importance de la ville, il y avait une commandature et la FEL gendarmerie qui était là, qui passait, qui contrôlait, et alors il y avait aussi le problème de la réquisition de matières premières, de foin, de paille, de grains, de viande, d'œufs, de poules, de lapins, enfin différentes choses. Donc on était dans l'incertitude. On était toujours dans l'incertitude. Et alors, pour contrecarrer cette réquisition, on cachait un tas. On disait que, parce qu'il fallait déclarer si on avait une truie qui avait 10 petits, on disait qu'elle en avait que 7. La vache, le veau était mort-né. Il était planqué où, le veau? Il était dans le bâtiment, parce qu'il n'est pas contrôlé dans le bâtiment. Il ne pouvait pas contrôler toutes les fermes de France. Il ne pouvait pas tout contrôler. Quoi qu'il y avait des contrôleurs français employés au service du contrôle, parce que le gouvernement provisoire de l'époque devait fournir des explications et fournir la nourriture de l'occupation allemande. On devait les nourrir. Alors il fallait trouver le vin, l'alcool, plein de choses. Soit il fallait soudoyer le contrôleur, ça peut arriver. Ils n'étaient pas faciles à soudoyer. Mais ils n'étaient pas faciles. Non. Ça, c'est l'administration française. Oui, parce qu'ils venaient déjeuner, parce qu'on faisait toujours hôtel-restaurant. D'accord. Et ils venaient déjeuner. Je ne sais pas si la patronne les faisait payer ou pas payer, je ne sais pas. Mais ils venaient déjeuner et c'était bouche cousue autour de la table. On ne parlait pas de ça parce qu'on disait c'est des collaborateurs. Et oui, quelque part. Des collaborateurs qui travaillaient un peu contre la population. Donc en fait, on faisait le gros dos. Voilà. On faisait le gros dos. Faisait le gros dos. Et quand on pouvait faire une vacherie quelconque, on se la faisait. J'en ai entendu parler par vous. Alors, autre précision. Dans les livres d'histoire, on lit que l'invasion de la zone libre par les Allemands a eu lieu le 10 novembre 1942. Oui, quelque chose comme ça. Si. Et ils sont descendus jusqu'à Toulon. Oui. Ils ont mis un certain temps. Oui. Ils se sont arrêtés, ils ont hésité. Et ce n'est que le 26 novembre qu'ils sont rentrés dans la rade. Oui. Et le 27 novembre, les navires se sont sabordés. Oui. Donc c'est en 1942, le 27 novembre 1942. Oui. Et j'ai lu que la ligne de démarcation en tant que telle avait été officiellement supprimée en février 1943. Mais c'est pas vrai, parce que vous, en septembre... Non, elle n'a jamais été supprimée. Oui, elle a été supprimée théoriquement. Oui, théoriquement, mais il y avait... En pratique, il y avait toujours... Il y avait plus de... Comment dirais-je, c'était moins imperméable. Voilà. On pouvait avoir à passer si on avait pour aller pour des cas spéciaux ou des choses comme ça. Un peu comme le confinement du coronavirus. Un peu comme le confinement. Là. Parce qu'en septembre 1943, il a quand même fallu que vous passiez par votre camarade de La Rochefoucauld. Oui. Donc c'était pas si simple. C'était pas simple. À ce moment-là, c'était pas simple. Et puis il y avait le problème des papiers.
toujours le problème des papiers parce que on contrôlait beaucoup. À ce moment-là, il fallait toujours avoir votre carte d'identité sur vous. Vous pouviez être contrôlé, même en sortant d'un champ, vous pouviez être contrôlé parce que il y avait des prisonniers de guerre qui étaient dans des fermes là, mais qui n'étaient pas de ce pays-là. Ils travaillaient dans les fermes, mais ils étaient habillés en civil, mais ils n'avaient pas de carte d'identité. D'accord. Ouais, ils auraient pu être tchèques, ils auraient pu être polonais, ils auraient pu être plein de choses. Alors, en septembre 43, vous vous êtes fait la malle, comme on dit. Oui. Sauf que la malle, votre malle, elle est restée chez un copain. Oui. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, à la Libération, il me l'a rendue. Non. Ben si. Et si. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que dans la malle, j'avais un appareil photo. J'avais un petit appareil photo. Alors, il faisait des photos 4 cm sur 4 cm. Un little, un nom comme ça. Et alors, c'était une boîte. On ouvrait le couvercle de la boîte, on prenait la photo et on voyait exactement comme maintenant avec votre téléphone. Quand vous prenez une photo, vous la voyez sur votre téléphone. Et bien là, on la voyait dans l'appareil photo. Comme les Polaroid aussi, d'accord. Ah ben c'était pas un Polaroid. Oui, mais non. Polaroid est venu bien après. Bien après. Et donc il vous a rendu tout ça? Oui, il m'a rendu tout ça. Et des vêtements que j'avais pas emmenés parce que je pouvais pas tout emmener, et des chemises peut-être, quoique j'en avais plus beaucoup. À ce moment-là, on appelait ça des loups de mer, les t-shirts. Avant-guerre, ça s'appelait un loup de mer. D'accord. Ça vous a resservi après ou pas? Oui, oui. Si, quand même. Oui. Mais ma malle, je m'en suis... D'accord. Attends, voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette malle? Eh bien, je crois bien qu'elle est restée dans le grenier, au portuaire, quand on a vendu la maison. Et elle a suivi toujours. Elle a suivi quand j'étais célibataire, elle a suivi quand j'étais marié, et elle est suivie, elle est venue là en Bretagne, et parce que à cette époque-là, les malles, c'était assez volumineux, hein, et large comme ça, haut comme ça, et couvert. Rond au-dessus et costaud, et n'a jamais été brutalisé ni rien, ni mis à l'humidité, tout ça. Ma balle, je vous dis, elle est restée. Alors, autre question, puisque ça défile les questions. Lucière. Lucière. C'était votre nom de carte d'identité. Oui. Et le prénom, c'était quoi? C'était René. Ah, René Lucière. Voilà. D'accord. Ah, il n'y avait pas eu besoin de changer le prénom. C'était bien de garder le même. Non, changer le prénom. non, et ils avaient mis Lucière, m'avaient demandé, c'était une dame qui nous faisait les fausses cartes d'identité, et elle a dit, tu t'appelles Laroche, eh ben il faut qu'on mette Lucière parce que tu signes avec un L. Alors, toujours un L. C'est la principale lettre de la signature, c'est la lettre majuscule, la première. Enfin, pour mon cas. Mais c'était très juste. Elle était finaude, hein? Et voilà. Elle était finaude. Alors, plus sérieusement, je voulais vous demander, au fond, quand vous êtes arrivé au maquis. Oui. Il n'y a pas que des journées extraordinaires. Il y a aussi des journées ordinaires. Oui. Eh bien, comment se passait une journée ordinaire au maquis? Au maquis, ceux qui n'avaient pas de tâches définies pour la journée, les autres étaient rassemblés, comptés, tout ça, et on les était employés à nettoyer les armes qui étaient récupérées dans les mares, parce que dans les mares, et les balles, parce que les caisses de munitions
avait été jeté dans les mares. Et donc c'était très long à nettoyer. C'était très long à nettoyer, surtout qu'on avait, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait pour nettoyer. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on avait pour nettoyer. Mais en tous les cas, on les mettait sur une bâche. Parce que les soldats français à l'époque, ils n'avaient pas de tente, ils avaient une espèce de tente, mais une tente avec un trou dans le milieu qui leur servait de pèlerine. Qui servait de pèlerine et qui servait de tente pour... Et alors on avait des tentes comme ça, et ces tentes on les mettait par terre, et au mois de octobre, tout ça, il faisait des belles journées, on mettait les balles à sécher au soleil. Tout ça. Alors on se levait à quelle heure? Pour le rassemblement, c'était à 7 heures. C'était à 7 heures. Il y avait un copain qui était un ancien cuisinier et qui faisait le café, enfin le café, l'orge grillée, et puis il y avait du pain, et puis des fois il y avait du lard, il y avait du truc, enfin il y avait à manger, mais surtout du pain. Et après, selon une quantité s'occupait des balles, les autres des armes, les autres et puis comme on avait un camion GMC, non pas GMC, un camion, je crois bien que c'est un camion Citroën. Camion Citroën, un camion de 5 tonnes par là. Et on avait une traction avant, et on avait une Citroën ou une Renault, je ne me rappelle plus. Et une bétalière qu'on avait donc pris chez Fautré au Big. Tout ça, c'était la zone occupée? Zone libre? Non, c'était en zone libre. Parce que la zone occupée, elle allait vers Bordeaux uniquement. Voilà. Vous étiez en zone libre, mais comme les Allemands avaient, comme je vous l'ai dit, envahi la zone libre, oui, ils étaient quand même là. Ils étaient là, mais ils étaient que dans les grands centres. Dans les grands centres. Par exemple, comme à Périgueux, il y avait les Allemands, il y avait la commandanture, puisqu'on devait les faire sauter. Il y avait la commandanture, mais les soldats, c'était que des Russes qui étaient dans l'armée allemande. Ils avaient récupéré là-bas. Oui. Bon, en fait, ils n'avaient pas les moyens. Non. Les Allemands n'avaient plus les moyens de leurs ambitions. Ils n'avaient plus les moyens. Et j'ai appris, en lisant la suite, que dans l'armée allemande, il y avait 1 million d'étrangers dans l'armée allemande. Oui, mais c'est comme Napoléon, hein. Ça, je sais pas. Il y avait des Roumains, il y avait des Hongrois, tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait des Russes, il y avait des Russes, Et puis, j'ai même vu, au moment de la libération, à Kempten, j'ai même vu des Indiens. D'accord. Des Indiens, avec le turban sur la tête et le poignard dans la ceinture. Le poignard retourbé dans la ceinture, avec les pantalons bouffants et tout ça, et qui faisait la circulation au carrefour. J'en ai vu qu'un, mais j'ai vu celui-là. Bon, et le maquis était dans les bois? Oui. Et dans une clairière? Non, oui, dans une clairière, mais dans des bois, c'est-à-dire que ces bois avaient été coupés pour faire du charbon de bois. Et alors, les charbonniers vivaient dans le bois. Oui. Ils faisaient des cabanes en bois, avec le bois trouvé sur place, et ils faisaient le charbon de bois, ils faisaient aussi on appelait ça des feuillards, mais les cercles de barriques en bois. Il y avait les cercles de barriques en fer, mais pour rouler les barriques, on mettait des cercles en bois pour pas abîmer la barrique pour les rouler.
Et alors, ils faisaient ça avec un espèce de banc qu'ils avaient avec les pieds qu'ils appuyaient et une plane, un couteau à 2 manches qu'on appelle ça, une plane pour faire des feuillards. Et ils faisaient des feuillards et alors ils faisaient aussi avec du petit châtaignier qui coupait les clôtures, des ganivelles. Oui. Alors les ganivelles, on en fait toujours. On en fait toujours. Et il en faisait, et alors il les taillait aussi pour faire des fagots. Et alors, quel était votre système d'alerte en cas d'une descente, pas de police, mais d'une descente des Allemands, par exemple? Dans le secteur où on était, par exemple, le maquis se trouvait là. Voilà. Ici, il y avait un chemin qui montait comme ça, qui continuait comme ça, qui passait là. Il y avait, mais chemin de forêt. Oui, oui. Chemin comme une laie forestière. Enfin. Oui, comme des laies forestières. Et là, il y avait la route de Bugues à Saint-Albert. Et là, il y avait quelqu'un qui gardait, qui surveillait nuit et jour. On avait une sentinelle. Ah oui, on avait des postes de police, nuit et jour. Des gars qui montaient la garde, et ils avaient ordre de pas se montrer, mais de voir ce qui se passait. Et selon ce qui se passait, un remontait, donnait des ordres, donnait ce qu'ils avaient vu. Mais où on avait un instituteur, il devait être en retraite, oui, je pense qu'il devait être en retraite, un instituteur comme agent de liaison avec les villes des alentours pour savoir, lui, il savait si comment dirais-je, si les maires étaient prévenus d'une rafle ou de trucs comme ça. Alors, il savait un petit peu... L'arrivée d'un régiment, j'en sais rien. Oui. Enfin, il faisait l'espion. Et il communiquait à nos chefs ce qui se passait, ce qui... D'accord. Alors, le but d'un maquis, est-ce que c'était d'abord de protéger des gens qui, sinon auraient été exécutés ou déportés? Est-ce que c'était d'abord de les protéger ou est-ce que c'était d'attaquer les Allemands? Quel était le but du maquis? Alors, protection ou attaque? Là, c'est très difficile. Parce que, par exemple, les FTP attaquaient les Allemands. Oui. Nous, l'AS, ce n'était pas d'attaquer les Allemands. C'était de former des jeunes pour combattre éventuellement à la libération. D'accord. Et c'était dormant. C'était l'activité dormante. C'était dormant, mais en prenant de l'extension. D'accord. En prenant de l'extension. Comment ça s'écrit l'AS? l'AS. Ah, l'armée secrète. L'armée secrète. Oui, bien sûr. L'AS. L'armée secrète. Et ce que je ne savais pas, par contre, c'est que notre chef était Maurice Schumann. Oui. Et nous étions, immatriculés, et déjà immatriculés en Angleterre. D'accord. Oui, d'abord comme un outil de formation. Voilà, on était comme un outil de formation, et l'AS, on devait fournir des informations si on en avait, et à je ne sais pas qui. D'accord. Alors, dans les coups de main, il y avait surtout des coups de main pour se nourrir, pour s'équiper. Ça, c'est des petits coups de main qui ne dérangent pas tellement les Allemands. Non. Soyons francs. Oui, ça ne dérange pas les Allemands. Par contre, quand on veut faire sauter la commandanture, c'est tout à fait une autre échelle. Alors, déjà, est-ce que ça a été le seul objectif, j'allais dire, militaire du maquis, ou il y en a eu d'autres avant?
Il y a eu avant l'attaque après où on devait prendre Darnand. Ah oui. Darnand qui était le chef de la milice. Attention, voilà, c'était il avait un poste énorme. Je pense bien, il était national. Lui. Il était national. Oui, oui. Il était national. On devait le prendre. C'était déjà un acte de résistance. De résistance. Absolument. Et on avait coupé les fils téléphoniques dans des deux bouts de la ville justement, mais quand on est arrivé, ils étaient déjà partis. Tout à fait. Il a été d'ailleurs fusillé en juillet 45. Oui. Absolument. Donc après, il y a eu Périgueux. Alors Périgueux, après, quand on a fait d'abord ce coup de main, on en a fait un autre sur le terrain d'aviation de Bergerac, qu'on a pris les bottes, les armes et tout ça. On a pris ça et on a pris les vêtements et tout. Et là, on a amené ça dans... Enfin, moi, j'y étais pas, à ce coup de main-là, j'y étais pas. Ce qui était, c'est que le commandant de notre maquis avait amené 7 Russes qui étaient des officiers de l'armée d'Ukraine, ukrainiens, qui étaient venus dans notre maquis. Et alors eux, ils étaient gigulaires, hein. Quand ils montaient la garde, il fallait avoir le mot de passe. S'il n'y avait pas le mot de passe, on ne passait pas. Hein. Alors, quand vous êtes parti avec la valise, avec le pain de plastique... c'est pas un pain de plastique, c'est une valise normale, avec je ne sais pas quoi dedans. Mais cette valise doit être remise sur le pont. On passait arrivant à Périgueux, on passait sur un pont, et sur ce pont, on donnait la valise à une personne qui travaillait dans la commandanture de Périgueux, et c'est cette valise qui devait faire sauter Alors, il y a une chose que je comprends pas, parce que soit on y va presque incognito, c'est-à-dire dans le camion, tout va bien, soit on y va, mais on n'y met pas des fusils mitrailleurs dans le camion, soit on met des fusils mitrailleurs dans le camion, mais dans ce cas-là, s'il y a un incident, on liquide les gens, les GMR qu'on rencontre. Pourquoi aviez-vous un camion qui était, une pièce à conviction, enfin qui était vraiment un truc à risque, et que vous n'avez pas prévu de liquider les hommes qui allaient vous arrêter? D'abord, on était habillés comme des civils. On n'avait pas parce que... Mais il y avait des armes dans le camion. Oui. Et ils ont vu les armes. Non, les armes, elles étaient cachées dans le coffre avec la valise. Elles étaient cachées dans le coffre avec la valise. Alors ils ne les ont pas vues. Ils les ont pas vues tout de suite, puisqu'ils nous ont regardé les papiers, parce que on était avec un camion de l'entreprise Todd. Oui. Todd qui travaillait pour le mur de l'Atlantique ou les fortifications à droite et à gauche. Et alors, ce camion-là, on était des jeunes qui travaillaient pour l'entreprise Todd. Bon. Alors, les gardes républicains, qui étaient au nombre de peut-être une cinquantaine d'hommes, un truc comme ça, oh oui, il était peut-être bien plus que ça même, parce que on passait dans une... On n'a pas pris la grande route. On a pris une petite route, justement la route où ils étaient. Et alors, pour passer dans la forêt, eux, ils étaient garés sur le bord de la route et il fallait passer lentement. Alors, en arrivant, ils ont arrêté, ils ont demandé le laisser-passer. Le laisser-passer, ils ont regardé les papiers d'identité. Bon, ben c'est bon. Alors, on passe combien 200 mètres, 300 mètres. Après, il y a les GMR. Les groupes mobiles de réserve. Les groupes mobiles de réserve. Qui, eux, le gars qui était à l'autre bout de la caravane, quoi, il leur a dit, on a contrôlé. Oui, mais il dit, avez-vous fouillé le camion?
Alors, là, ils ont fouillé le camion. Combien étaient-ils, ces GMR? Oh, ils étaient stationnés à Périgueux, ils étaient bien une centaine. Ah oui, donc c'était impossible de les liquider. Ah, c'était impossible. Ah oui. Et puis on ne devait pas faire force que si on était, parce qu'on allait les voler dans leur magasin dans Périgueux, leur voler tout le matériel qu'on aurait pu prendre, et si au cas ils viennent pour eux, on devait prendre des mitraillettes pour les descendre et sauver. Oui, mais là c'était impossible. Mais là on devait passer les mains dans les poches. Ah, oui, oui, oui. On devait passer les mains dans les poches. Et en fouillant, ils ont trouvé. Et en fouillant, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Oui, là c'était impossible. Est-ce que vous pensez que l'affaire des pattes a joué son rôle? Oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, il était habillé en gendarme, lui. Oui. Pour accompagner, comme s'il accompagnait les gars qui allaient travailler chez Todd. Oui. Et ce sont les GMR qui c'est les GMR qui ont, parce que les pattes, il avait le képi habillé en gendarme, comme un gendarme, baudrier et puis tout, et le revolver, comme un gendarme, et tiens, il était de Bar-le-Duc, Moreau. Oui, je crois que c'est Moreau qui s'appelait. Et il avait les pattes de lapin, on appelait ça les pattes de lapin à l'époque. Il avait les pattes de lapin, et dans l'armée, on n'a pas Et c'est ça qui a attiré leur attention? Oui, c'est ça qui a attiré leur attention. C'est comme dans les films. C'est comme dans les films. J'ai oublié de vous demander, dans les coups de main que vous avez faits, vous m'avez dit, quelquefois on avait des coups marrants. Alors il y avait le coup très marrant de la femme de l'aubergiste, très marrant. Ah oui. Bon, est-ce qu'il y en a un autre, un deuxième, un dernier qui non, j'ai pas eu de. Il n'y avait pas beaucoup de coups marrants quand même. Non, et puis j'étais occupé autre chose parce que c'était moi qui faisais le tueur de veaux, de cochons. Ah oui. Oui. C'est moi qui tuais le cochon, qui tuais les veaux, et alors on les pendait dans les arbres. Et alors, à un moment donné, j'ai dit au chef, tuer un cochon, il faut avoir un couteau pour tuer un cochon. Alors, oui. Et puis, un veau, il faut avoir un palan pour le lever et tout ça. Alors, ils ont dit, bon, on va te trouver ça. Ils ont été à l'abattoir, je ne sais pas d'où. Et ils ont piqué les outils de l'abattoir. Et ils ont emmené les outils de l'abattoir. Et après, on avait des outils. Voilà un truc qui est quand même un peu marrant. C'est bien. Et alors, j'ai tué deux ou trois veaux dans l'époque où on a été. J'ai tué les 2 cochons, les cochons qu'on avait pris à la mènerie. Et puis, j'ai tué un jeune bœuf aussi. Mais pour tuer un bœuf, il faut un revolver. Et il m'avait donné un Colt de 11 mm. Moi, j'avais jamais tenu ça dans les mains. Alors, c'est un Colt, c'est un barillet. Oui. Et puis, c'est des pruneaux qui sont gros comme ça, hein. 11 mm. Alors, moi, j'avais peur. J'étais là et le bœuf était là. Il secouait la tête. Alors, je me résiste, j'appuie sur la main, merde, le coup part pas. Hop. Je retombais de cul par terre, presque. Le coup part pas. Alors l'autre qui disait refais un truc, tac, je rappuie sur la gâchette, bam, le bœuf il tombe par terre. Il y a du recul, hein? C'est la seule fois que j'ai tiré au revolver. J'ai jamais retiré après. Puisqu'on parle de revolver, le Laroche de la carte d'identité, qui a été c'est lui qui avait été pris 2 fois, enfin. Oui. Mais c'était lui qui avait caché un revolver dans sa paillasse. Oui. Mais ce revolver, comment est-ce qu'il avait pu l'amener sur place? Mais il y a des coups fumants comme ça.
ce gars-là, il faisait partie des FTP. Oui. Il faisait partie des FTP. Et je ne sais pas trop si c'était pas nous qui lui avions donné les revolvers. Mhm. Parce qu'il était aussi avec un autre. Ils étaient deux. Mhm. Et quand il a été arrêté, on lui a mis les menottes et tout ça, mais on ne l'a pas fouillé. C'est ça, on ne l'a pas fouillé. On ne l'a pas fouillé. C'est ahurissant. Non, mais parce que les choses se précipitaient des fois, étaient faites pas régulièrement, Voilà. pas fait à la sauvette, un truc comme ça. Et allez, on t'emmène les machins, on t'emmène en prison. On va te juger après ou on va parce que c'était pas les mêmes personnes qui faisaient L'arrestation. les arrestations et comment on appelle ça, l'enquête. Et l'instruction. L'instruction, voilà. Les inspecteurs d'instruction. Il y avait les inspecteurs d'instruction, alors c'est eux qui devaient le faire. Et c'est là. Et alors, dans cette cellule, des fois, on vous mettait le soir, hein, et on vous prenait que le lendemain ou surlendemain ou 2-3 jours après, selon les disponibilités. Et lui, il s'est trouvé qu'il a été mis dans cette cellule et mais alors, je ne sais pas comment il a pu s'évader de la prison de Limoges. Oui, la première fois, oui. Oui, la première fois. Je ne sais pas comment il s'est évadé, ça je ne sais pas. Mais il s'est évadé de cette prison-là. En plus, sans son revolver, en plus. Oui, Qu'est-ce qu'il a laissé? Ah oui, parce que après, vous étiez mis dans une autre cellule, Oui. et vous étiez souvent de fois déshabillé et rhabillé avec des vêtements de la prison. Alors, sans son revolver, et il a été arrêté peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais pas longtemps après, et qu'il a refouillé dans la paillasse, qu'il a retrouvé ce revolver. Et qui ne lui a servi à rien. Si. Avant, il lui a rien servi, Oui. mais quand il est passé à la loi martiale, oui. les 3 gars qui étaient là, qui passaient à la loi martiale, il lui a dit, vous allez être fusillés avec son copain. Oui. Il a dit, vous allez être fusillés tous les deux. Il a dit, oui, nous allons être fusillés, mais vous aussi. Et il a sorti son revolver et il a filé 3 coups de... Ah, il les a descendus? Il les a descendus dans la prison. Vous ne m'aviez pas raconté ça à la prison? Oui, dans la prison. C'était des gardiens, là? Non, c'était des gens de la milice. Ah, c'était des miliciens. C'était des miliciens. Oui, pardon, des miliciens. C'était des miliciens. Ah oui, donc... Oui, parce que la loi martiale, oui, c'était pas l'armée française qui vous courait, c'était la milice. Ah oui, donc il s'est fait justice lui-même avant d'être fusillé. Oui. Il a pris ses gages. Oui. Et c'est comme ça que vous l'avez appris. L'histoire du revolver. On l'a appris parce qu'on était dans la prison en attendant d'être jugé. Ben oui. Et on l'a appris par les coups de feu déjà. Les coups de feu, mais on savait pas quoi. Oui. Mais quoique dans les prisons, c'est phénoménal comme les rumeurs. Oui, mais les bonnes et les mauvaises. Il y a tout. Il y a un ramassis de tout. Mais où on a su mieux, c'est quand on a passé au tribunal à Limoges, tribunal spécial, c'était la 17e, je sais pas quoi, je vois un chiffre comme ça. Et c'était par numéro les trucs. Et on a eu parce que ce que je vous ai pas dit et que moi je n'ai pas subi, mais quand on a été arrêté, on était 9. Oui. On a été mis à la prison de Périgueux. Oui. Quelques jours après, ils ont attaqué le maquis. Ah. Ils ont attaqué le maquis. D'accord. Et ils ont attaqué le maquis, et le maquis s'est défendu, mais la majorité, il était resté qu'un petit groupe pour garder le maquis, et les autres étaient partis. S'étaient sauvés avec des armes et tout ça, ils s'étaient sauvés. Et ils en ont arrêté 21 dans le maquis. Ah oui. Ils en ont arrêté 21 dans le maquis qui sont venus nous rejoindre dans la prison de Périgueux. Alors, on était du même maquis, mais on n'a pas subi comme eux. J'ai bien compris.
Il y a eu des morts d'ailleurs dans le maquis quand non, il y a eu des blessés. Que des blessés, oui. Que des blessés. Ils se sont rendus. Ils étaient encerclés. Oui, ils étaient encerclés et ils sont rendus. On est d'accord. C'est la fragilité du maquis. Voilà. Et puis, on n'était pas formés comme militaires. Il y en avait quelques-uns. Il y avait un Sacco, il y avait un Mataf, 2 Mataf. Qui s'était sabordé à Toulon, qui avait regagné le maquis. Et puis, il y avait d'autres aussi, mais les chefs et tout ça, ils étaient partis avec les autres hommes, ils avaient laissé qu'un groupe qui était là, et un groupe avec un chef, un Yougoslave, un lieutenant du roi. Oui, vous m'aviez dit. Donc, alors j'avais d'autres questions à vous poser, je vais vous les poser maintenant sur la deuxième partie qui est la partie en Allemagne. Oui.